La plupart des gens pensent que pour gagner des milliards, il faut crier plus fort que les autres, courir plus vite que le temps et ne jamais dormir. C'est le mensonge le plus coûteux de l'histoire moderne. Je le sais, parce que j'ai passé 10 ans à courir. J'ai couru après l'argent, après la reconnaissance, après une version de moi-même qui semblait toujours hors de portée. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé assis dans un bureau sombre au 42e étage d'une tour de Manhattan face à un homme qui valait plus que le PIB de certains petits pays. Et vous savez ce qui m'a frappé en premier ? Ce n'était pas sa montre, ce n'était pas son costume sur mesure et ce n'était certainement pas l'agitation frénétique de Wall Street. C'était le silence. Un silence absolu, lourd, presque palpable. Cet homme, que nous appellerons David, est un rabbin, mais aussi l'un des investisseurs les plus redoutés et respectés de New York. Alors que je m'attendais à ce qu'il me parle d'actions, de crypto-monnaies ou de leviers financiers, il m'a servi un thé, m'a regardé droit dans les yeux avec une intensité qui m'a glacé le sang et m'a posé une question qui a fait voler en éclats toutes mes certitudes. Il m'a demandé « Dis-moi, quand tu ouvres les yeux le matin, à qui appartiens-tu » J'ai bégayé. J'ai essayé de formuler une réponse intelligente, mais il a levé la main doucement pour m'interrompre. Si la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, tu appartiens au monde. Tu appartiens à tes notifications, à ton patron, aux mauvaises nouvelles, aux demandes des autres. Tu commences ta journée en réaction. Et celui qui vit en réaction ne peut jamais construire un empire. Il ne fait que poser des briques pour l'empire d'un autre. C'est à ce moment précis que j'ai compris que je n'étais pas là pour apprendre à investir de l'argent. J'étais là pour apprendre à investir la seule ressource que l'on ne peut jamais regagner, mon attention. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une méthode miracle pour devenir riche rapidement. C'est une déprogrammation. C'est l'art oublié de commencer la journée avec une intention si puissante que le succès extérieur devient inévitable, presque secondaire. David m'a enseigné que la vraie richesse n'est pas une course, c'est un art. L'art de maîtriser le chaos avant même qu'il ne commence. Et tout, absolument tout, se joue dans ces premières minutes où la conscience quitte le monde des rêves pour affronter la réalité. Laissez-moi vous emmener dans ce bureau. Imaginez l'odeur du vieux cuir et du papier jauni, mélangée à un parfum subtil d'encens. Dehors, New York hurlait, les sirènes et les klaxons formaient une cacophonie incessante, mais ici, derrière ces vitres épaisses, le temps semblait s'être arrêté. David s'est penché vers moi, ses yeux pétillants d'une malice sage. « Tu vois, m'a-t-il dit, la pauvreté n'est pas un manque d'argent sur un compte en banque. La pauvreté, c'est un esprit encombré. C'est se réveiller avec le poids d'hier et la peur de demain. Les gens riches, les vrais riches, ceux qui ont la paix en plus de l'or, ne se réveillent pas. Ils s'éveillent. Il y a une différence fondamentale. » Il s'est levé et a marché vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait sous ses pieds comme une fourmilière mécanique. « Regarde-les, murmura-t-il. Ils se lèvent au son d'une alarme qui les agresse. Le mot « alarme » vient de « aux armes ». Ils commencent leur journée en guerre. Guerre contre le sommeil, guerre contre le trafic, guerre contre le temps. Leur cortisol explose avant même qu'ils aient posé un pied au sol. Comment veux-tu créer de l'abondance quand ton corps tout entier crie qu'il est en danger? J'étais cloué sur ma chaise. Il décrivait mes matins avec une précision chirurgicale. Le réveil brutal, le scrolling infini sur les réseaux sociaux pour voir la vie parfaite des autres, tout en restant allongé dans mes draps froissés, cette sensation de lourdeur dans la poitrine avant même d'avoir bu mon café. Je vivais en mode survie et je ne m'en rendais même pas compte. J'essayais de bâtir une richesse extérieure alors que mon intérieur était un champ de ruines. David est revenu s'asseoir et a sorti un petit carnet noir de sa poche. Pas un iPad, pas un smartphone dernier cri, un simple carnet en moleskine usé par les années. J'ai appris ceci de mes ancêtres et je l'ai appliqué au monde des affaires, a-t-il continué.
Le secret pour contrôler le monde matériel, c'est de dominer le monde spirituel pendant la première heure du jour. Nous appelons cela l'heure d'or, mais c'est bien plus que ça. C'est le moment où tu télécharges le logiciel qui va faire tourner ta réalité pour les prochaines 24 heures. Si tu laisses le monde installer ses virus, peur, anxiété, comparaison, dès le réveil, ta journée est foutue. Ton système va planter. Il a ouvert le carnet. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine, dense, presque indéchiffrable pour un œil non averti. C'était le code source de sa réussite. « J'ai fait faillite 3 fois avant mes 30 ans, m'a-t-il confié, et cette révélation m'a pris de court. On imagine toujours les milliardaires comme des génies intouchables qui n'ont jamais connu l'échec. 3 fois! J'avais du talent, j'avais de l'énergie, je travaillais 18 heures par jour. Mais j'étais vide. Je chassais l'argent comme on chasse un papillon, et plus je courais, plus il s'envolait. C'est un vieux rabbin de Jérusalem qui m'a donné la clé. Il m'a dit « Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas prêt à contenir. Prépare le récipient et la pluie remplira la jarre. » Le récipient, c'est vous. C'est votre esprit, votre calme, votre clarté. Si vous êtes fissuré par le stress et l'inattention, vous pouvez faire pleuvoir des millions, tout s'écoulera par les brèches. David a alors commencé à m'expliquer la mécanique précise de ce rituel matinal. Ce n'étaient pas les conseils habituels du genre « fais ton lit » ou « bois de l'eau citronnée », bien que ces choses aient leur importance. Non, il parlait d'une restructuration cognitive et spirituelle. La première étape, dit-il en levant un doigt, est le Modéani. C'est une prière juive traditionnelle, mais tu n'as pas besoin d'être religieux pour en comprendre la puissance psychologique. Littéralement, cela signifie « je rends grâce ». Avant même de bouger, avant même d'ouvrir complètement les yeux, la première pensée consciente doit être la gratitude. Pas une gratitude polie, non. Une gratitude viscérale pour le fait d'être revenu à la vie. Le sommeil est une petite mort. Le réveil est une résurrection. Si tu commences par dire « merci », tu te places immédiatement en position d'abondance. Si tu commences par penser « oh non, encore un jour de galère », tu te places en position de dette. Et l'univers te traite exactement comme tu te traites toi-même. Je prenais des notes frénétiquement mentalement, essayant de graver chaque mot. C'était tellement simple. Et pourtant, combien d'entre nous le font vraiment ? Combien d'entre nous commencent la journée en validant leur propre existence avant de chercher la validation du monde ? Mais la gratitude n'est que la porte d'entrée, a-t-il poursuivi, sa voix devenant plus grave, plus confidentielle. Ce qui suit est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. C'est ce que j'appelle le silence actif. Il a marqué une pause, laissant le concept flotter dans l'air. La plupart des gens ont peur du silence. Dès qu'il y a un vide, ils l'emplissent de musique, de podcasts, de télévision. Ils ont peur de se retrouver seuls avec leurs pensées. Mais c'est dans ce silence que se trouvent les idées à 1 milliard de dollars. C'est dans ce silence que tu entends l'intuition qui te dit de ne pas signer ce contrat ou d'investir dans cette petite start-up que personne ne connaît encore. David m'a raconté comment, chaque matin, après sa gratitude, il s'assoit dans un fauteuil face à une fenêtre sans rien faire. Absolument rien, pendant 20 minutes. Il ne médite pas au sens occidental du terme, en essayant de ne penser à rien. Au contraire, il laisse son esprit se clarifier, comme de la boue qui retombe au fond d'un verre d'eau. « C'est là que je construis ma journée, dit-il. Je la visualise. Je ne parle pas de rêvasser à une plage aux Caraïbes. Je visualise mes interactions. Je me vois calme face à une négociation difficile. Je me vois patient avec mes employés. Je prévisualise la réussite de ma journée. Quand j'arrive au bureau, je ne fais que jouer un rôle que j'ai déjà écrit et répété dans ma tête ce matin-là. Le monde pense que j'improvise, mais en réalité, j'ai déjà gagné la partie avant même d'avoir enfilé ma cravate. C'était fascinant. Il traitait le temps comme un architecte traite l'espace. Il ne laissait rien au hasard. Mais il y avait quelque chose d'autre, une étape cruciale qu'il n'avait pas encore mentionnée. Je sentais qu'il gardait le meilleur pour la fin, ou peut-être qu'il testait ma patience pour voir si j'étais digne de recevoir la suite. Il s'est levé de nouveau et s'est dirigé vers une immense bibliothèque en chêne massif qui couvrait tout un mur. Il a passé sa main sur les tranches des livres, des ouvrages en hébreu, en anglais, en araméen, en français.
La connaissance est importante, a-t-il dit sans se retourner. Mais la connaissance sans direction est juste de la vanité. Il y a une troisième étape dans ma matinée, une étape que mes concurrents ne comprendraient jamais, même si je leur donnais le manuel. Ils pensent que c'est une perte de temps. Ils disent « le temps, c'est de l'argent ». Ils ont tort. Le temps, c'est de la vie. L'argent n'est qu'un outil pour améliorer la qualité de ce temps. Il a tiré un livre épais, relié en cuir rouge, et l'a posé lourdement sur le bureau entre nous. La poussière a dansé dans le rayon de lumière qui traversait la pièce. « C'est ici que se trouve la leçon la plus dure », a-t-il averti. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent le fruit sans avoir arrosé les racines. Ils veulent la richesse pour ce qu'elle permet d'acheter, pas pour ce qu'elle permet de devenir. La troisième étape de mon rituel matinal consiste à étudier quelque chose qui n'a rien à voir avec mon business. Rien. Je l'ai regardé incrédule. Rien à voir avec le business, mais vous êtes l'un des plus grands investisseurs de la ville. Il a souri. Exactement. Si tu ne nourris ton cerveau que de finances, tu deviens un robot financier. Tu perds ton humanité, ta créativité, ta capacité à connecter des points qui semblent éloignés. Chaque matin, pendant 30 minutes, j'étudie la philosophie, la poésie, l'histoire ou la Torah. Cela élargit mon horizon. Cela me rappelle que je suis petit et que le monde est vaste. Et paradoxalement, c'est cette humilité qui me rend invincible en affaires. Quand je rentre dans une salle de réunion, je ne suis pas juste un banquier. Je suis un homme qui a réfléchi au sens de la justice, à l'histoire des civilisations, à la beauté d'un verset. Cela me donne une profondeur que mes adversaires n'ont pas. Ils sont en surface, je suis dans les abysses. Et c'est dans les profondeurs que se trouvent les trésors. Je commençais à voir le schéma se dessiner. Gratitude pour l'abondance, silence pour la clarté, étude pour la profondeur. C'était une trinité puissante. Mais David n'avait pas fini. Son visage s'est assombri légèrement, comme s'il allait me révéler un secret dangereux. « Il y a une dernière chose », a-t-il chuchoté, se rapprochant encore. « C'est l'élément le plus critique. C'est celui qui fait échouer 99% des gens qui essayent de changer leur vie. Tu peux faire tout ce que je viens de te dire. Dire merci, méditer, lire. Mais si tu rates cette dernière étape, tout s'effondre avant midi. C'est le piège dans lequel je suis tombé pendant des années. C'est le voleur de matin. » Il a marqué une pause théâtrale. Mon cœur battait un peu plus vite. Quel était ce voleur ? « Le voleur de matin, a-t-il repris. C'est l'urgence des autres. Dès que tu ouvres ta boîte mail, dès que tu réponds à un texto, tu laisses quelqu'un d'autre dicter tes priorités. Tu deviens un employé de leur agenda. Pour devenir souverain, tu dois ériger une forteresse autour de ta première heure. Personne ne rentre. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de nouvelles du monde. C'est un sanctuaire. Si tu ne peux pas protéger une heure de ta journée, comment penses-tu pouvoir protéger une fortune ? Il a ouvert le livre rouge à une page marquée par un ruban de soie. « Regarde ça !» m'a-t-il ordonné. Je me suis penché. Ce n'était pas du texte, c'était un diagramme complexe, dessiné à la main, représentant des cercles concentriques. C'est la structure de l'âme humaine selon les anciens mystiques, expliqua-t-il. Et c'est aussi la structure parfaite d'une entreprise, d'une journée et d'une vie. Au centre, le point immobile. Autour, l'intellect. Ensuite, les émotions. Et enfin, à l'extérieur, l'action. Le problème de l'homme moderne, c'est qu'il vit de l'extérieur vers l'intérieur. Il agit frénétiquement, ce qui perturbe ses émotions, embrouille son intellect et écrase son âme. Le secret, la véritable leçon du milliardaire, c'est d'inverser le flux. Il a tapé son index sur le centre du diagramme. Tout part d'ici, du point immobile. Si tu stabilises ce point chaque matin, rien ne peut t'ébranler. Le marché peut s'effondrer, tes concurrents peuvent t'attaquer. Tu resteras le calme au milieu de la tempête. Et c'est vers le calme que l'argent coule. L'argent fuit le chaos. L'argent cherche la sécurité. Si tu deviens l'homme le plus calme de la pièce, l'argent viendra à toi pour se mettre à l'abri. Cette perspective était révolutionnaire.
Je n'avais jamais pensé à l'argent comme à une énergie qui cherche la sécurité, mais plutôt comme à une proie qu'il faut capturer. David venait de retourner mon paradigme. Je n'avais pas besoin de chasser, j'avais besoin de devenir un refuge. Maintenant, dit-il en refermant brusquement le livre, le claquement résonnant comme un coup de feu dans le bureau silencieux. La théorie est belle, mais la pratique est brutale. Ce que je vais te demander de faire demain matin va être la chose la plus difficile que t'aies faite depuis des années. Ton cerveau va se révolter, ton corps va te démanger. Tu auras l'impression de perdre ton temps, d'être en retard, de rater quelque chose d'important. C'est le sevrage de la médiocrité. Il a fouillé dans le tiroir de son bureau et en a sorti un objet inattendu. C'était un vieux sablier en bois, le sable à l'intérieur était noir comme de la cendre volcanique. Il l'a posé devant moi. « Prends ça, ce n'est pas un cadeau, c'est un outil de torture pour ton ego. Demain matin, quand tu te réveilleras, tu ne toucheras à rien d'électronique. Tu te lèveras, tu boiras un verre d'eau et tu retourneras ce sablier. Il dure exactement 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, tu vas faire l'exercice que je vais te décrire maintenant. Si tu tiens jusqu'à ce que le dernier grain de sable tombe, ta vie changera. Si tu craques avant, si tu regardes l'heure, si tu vérifies tes messages, reviens me voir dans 10 ans, car tu ne seras pas prêt. » J'ai pris le sablier. Il était lourd, froid. Je sentais le poids du défi. David m'a regardé avec un sérieux absolu. Il n'y avait plus de sourire, plus de bienveillance de grand-père. Il y avait le regard du guerrier qui évalue sa recrue. « L'exercice est le suivant, commença-t-il. Il s'agit d'une technique de visualisation inversée que j'ai apprise d'un moine qui avait fait vœu de silence pendant 20 ans. On appelle ça la vision du futur souvenir. Tu ne vas pas imaginer ce que tu veux obtenir, c'est trop faible. L'envie crée le manque. Tu vas te souvenir de ton futur comme s'il s'était déjà passé. » Je fronçais les sourcils confus. Se souvenir du futur ? Écoute bien, car la nuance est subtile, mais c'est elle qui fait toute la magie, insista-t-il. Quand tu espères quelque chose, ton cerveau sait que ce n'est pas réel. Mais quand tu te souviens de quelque chose, ton cerveau active les circuits neuronaux de la réalité. Tu vas t'asseoir devant ce sablier, fermer les yeux et tu vas te projeter 5 ans en avant. Mais tu ne vas pas regarder autour de toi. Tu vas te retourner et regarder vers aujourd'hui. Tu vas te souvenir de ce matin précis comme le jour où tout a commencé. Tu vas ressentir la gratitude d'avoir accompli ton destin. Tu vas sentir la texture des vêtements que tu porteras, l'odeur de la maison où tu vivras, la chaleur de la main de la personne que tu aimes. Et tu vas ramener cette émotion, cette certitude absolue dans ton corps présent. Il s'est arrêté, attendant que j'absorbe l'information. « Mais attention !» a-t-il ajouté, sa voix descendant d'une octave. « Il y a un risque. Quand tu fais ça correctement, quand tu connectes vraiment le futur au présent, l'énergie que ça libère peut être déstabilisante. Tu vas sentir une dissonance cognitive. Ta réalité actuelle va te sembler fausse, étriquée, insupportable. C'est bon signe. C'est la chrysalide qui se brise. Mais beaucoup paniquent à ce moment-là. Ils retournent à leur confort misérable parce que la lumière est trop forte. Es-tu prêt à te brûler les yeux pour voir la vérité ? Je tenais le sablier fermement. J'étais terrifié, mais j'étais prêt. Je voulais cette richesse. Pas seulement l'argent, mais cette puissance tranquille qui émanait de lui. « Parfait, dit David. Alors voici exactement ce que tu vas dire à haute voix quand le dernier grain de sable tombera. Ces mots sont la clé qui verrouille la nouvelle réalité. Ne les oublie jamais. » Il s'est penché à mon oreille et alors qu'il s'apprêtait à prononcer la phrase qui avait bâti son empire, la porte du bureau s'est ouverte brutalement. Un homme d'une 50aine d'années, le visage marqué par le stress et les cernes, se tenait dans l'encadrement. Il portait un costume qui valait probablement plus que la maison de mes parents, mais il le portait comme une armure brisée. Il respirait bruyamment, comme s'il venait de courir un marathon pour échapper à un prédateur invisible. C'était Marcus. Je l'avais vu dans les magazines, l'ancien associé de David, celui qui avait choisi la voie dure.
Ne lui dis pas, hurla Marcus, en ignorant ma présence pour fixer David avec une haine pure. Ne lui donne pas le code. Il n'est pas prêt. Il va se briser l'esprit, David. Regarde-moi. Regarde ce que ça m'a fait. David ne bougea pas d'1 millimètre. Il ne cligna même pas des yeux. Il gardait cette sérénité impériale, ce calme terrifiant qui semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Il tourna lentement la tête vers Marcus, puis revint vers moi, comme si l'interruption n'était qu'un léger courant d'air. Marcus pense que la réalité est un mur de briques qu'il faut défoncer avec la tête, dit David doucement, s'adressant à moi comme si nous étions seuls. Il a construit un empire de 100 millions de dollars, et il est misérable. Il prend des anxiolytiques pour dormir et des stimulants pour se lever. Il a tout obtenu par la force, par la friction. Il a lutté contre le courant chaque jour de sa vie. Marcus s'avança dans la pièce, renversant presque une sculpture moderne posée au sol. « C'est ça la vie, gamin !» aboya-t-il en se tournant vers moi, la salive aux lèvres. « La lutte, le sang. Tu crois que tu vas t'asseoir, fermer les yeux et que l'univers va te servir sur un plateau ? David te vend du poison. Il te vend de la folie. Si tu utilises cette méthode, si tu tords le temps comme il le fait, tu perds le contact avec le sol. Tu ne sauras plus ce qui est vrai. » J'étais pétrifié. D'un côté, l'homme qui incarnait la réussite traditionnelle, riche mais épuisé, violent, au bord de l'implosion. De l'autre, David, riche mais mystique, calme, presque humain. David posa sa main sur le sablier. Le sable continuait de couler. « Le temps ne s'arrête pas pour tes doutes », murmura David. « Marcus est ici parce que son subconscient l'a amené ici. Il est l'incarnation de ta peur. Regarde-le bien. C'est ton doute matérialisé. Il est venu te tester juste avant que tu ne franchisses le seuil. C'est le gardien du seuil. Chaque fois que tu voudras changer de réalité, un Marcus apparaîtra. Parfois ce sera ton père, parfois ton banquier. Parfois ta propre voix intérieure. Ils viendront te dire de rester à ta place, de continuer à souffrir, parce que la souffrance est réelle et que la magie est dangereuse. Marcus frappa du poing sur le bureau en acajou. Le bruit résonna comme un coup de feu. « Arrête tes conneries métaphysiques, je suis réel, je suis venu te sauver de ce gourou. Viens avec moi, gamin, j'ai un poste pour toi. Vente agressive, tu feras 100 cas la première année, mais tu vas en baver, tu vas saigner, mais ce sera honnête. » C'était le moment de vérité. L'offre était là. La sécurité par la souffrance ou le risque absolu par l'esprit. Je regardais Marcus, tremblant de rage et de fatigue. Puis je regardais David, qui m'observait avec une bienveillance neutre. Il ne me retenait pas, il me laissait le choix. Je pris une profonde inspiration. L'air de la pièce semblait chargé d'électricité statique. « Je reste », dis-je. Ma voix était faible, mais les mots étaient sortis. Marcus me fixa, incrédule. Il ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard de David l'arrêta. Une sorte de pression atmosphérique sembla s'abattre sur les épaules de l'intrus. Marcus recula, comme poussé par une main invisible. Il marmonna quelque chose d'incompréhensible, ajusta sa cravate avec des mains tremblantes et sortit en claquant la porte. Le silence revint, plus lourd qu'avant. « Bien », dit David. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans sa voix, juste une validation factuelle. « Tu as rejeté l'ancienne voie. Maintenant, le vrai travail commence. Le sablier est à moitié vide. Assieds-toi. » Je m'exécutais. La chaise en cuir était froide. « Ferme les yeux, ordonna-t-il. Nous allons faire ce que Marcus redoute le plus. Nous allons briser la linéarité du temps. Je veux que tu te détendes, mais pas comme pour dormir. Je veux une détente active, comme un archer qui tend son arc. » Je fermai les yeux. L'obscurité s'installa, mais mon cœur battait la chamade. « Tu es dans 5 ans !» guida la voix de David, qui semblait maintenant venir de l'intérieur de mon crâne. « Ne l'imagine pas. Souviens-toi, c'est déjà arrivé. Tu es assis dans ton bureau. Pas ce bureau-ci, le tien, celui qui surplombe l'océan. Sans l'odeur de l'iode, sans le poids de la montre à ton poignet. Pas celle que tu portes aujourd'hui, mais celle que tu as achetée pour célébrer ton premier million. Elle est lourde,
froide, réelle. J'essayais. Au début, je ne voyais que du noir. Puis, par bribes, des sensations. Une odeur de café fraîchement moulu, le son des vagues au loin. « Non !» coupa David sèchement. « Tu fais semblant, t'espères. Je t'ai dit de te souvenir. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir réel et une construction parfaite. Trompe-le, force les neurones à se connecter. Rappelle-toi ce que tu as mangé ce matin-là, dans le futur. Rappelle-toi la texture des draps en soie. » Je me concentrais plus fort. J'arrêtais d'essayer de voir et je commençais à essayer de sentir. Et soudain, ça a basculé. C'était comme une chute libre. Mon estomac se noua. Un vertige violent me saisit, même si j'étais assis. La dissonance cognitive dont parlait David me frappa de plein fouet. Mon corps était ici, dans ce vieux bureau sombre, mais mon esprit venait de s'ancrer ailleurs. Je sentis le soleil sur ma peau, un soleil qui n'existait pas dans la pièce où je me trouvais physiquement. Je sentis la paix, une paix profonde, absolue, celle de l'homme qui n'a plus rien à prouver. Je vis mes mains, plus vieilles, plus soignées, posées sur un volant en cuir. Je ressentis l'amour d'une femme dont je ne connaissais pas encore le visage, mais dont la présence était une certitude indiscutable dans ce futur. « C'est ça, » chuchota David, sa voix semblant venir de très loin. « Tu sens cette nausée? C'est ta réalité actuelle qui essaie de rejeter l'implant. Résiste, ne vomis pas, ne rouvre pas les yeux. Reste là-bas, ancre-toi. Maintenant, retourne-toi. » Dans ma vision, je fis l'effort mental de me retourner, de regarder en arrière, vers le passé, vers aujourd'hui. « Regarde ce jeune homme terrifié assis devant moi, » continua David. « Regarde-le avec tendresse. C'est toi, il y a 5 ans. Souviens-toi de ce jour comme du moment charnière. Dis-lui que tout va bien se passer. Ressens la gratitude d'avoir survécu à cette épreuve. Remercie ce moment présent d'avoir été le tremplin. » Des larmes coulèrent sur mes joues fermées. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une libération massive d'énergie. Je me voyais petit, effrayé, fauché, et je me voyais depuis la perspective du géant que j'étais devenu. La connexion était établie, le pont était construit. L'énergie qui traversa mon corps à cet instant était terrifiante. C'était comme toucher un câble à haute tension. Je sentis mes muscles se contracter. Mon cœur ne battait plus, il vibrait. La réalité autour de moi, le bureau de David, les bruits de la rue, l'odeur de vieux papier, tout cela commença à s'effriter, à devenir flou, comme un rêve au réveil. La seule chose réelle était ce futur. « Le sablier est presque vide, » annonça David, sa voix tranchante comme un rasoir. « Prépare-toi, tu vas ouvrir les yeux et tu vas prononcer la phrase. Mais attention, une fois que tu l'auras dite, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu auras signé le contrat avec ton futur. Tu ne pourras plus te plaindre, tu ne pourras plus douter, car tu auras vu la vérité. Es-tu prêt à tuer l'homme que tu étais pour donner naissance à celui que tu es devenu? » « Oui, » murmurai-je, et cette fois, ma voix n'était plus celle du garçon qui était entré. C'était une voix plus grave, plus posée. « Ouvre les yeux. » J'ouvris les yeux. Le monde me parut étrangement net, presque agressif. Les couleurs étaient saturées. Le tic-tac de l'horloge était assourdissant. Je regardais le sablier. Le dernier grain de sable tomba au moment précis où mes pupilles se dilatèrent. David se pencha vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux brillaient d'une intensité fanatique. « Dis-le, » ordonna-t-il, « répète après moi. Ces mots ne sont pas une prière, ils sont une commande au système d'exploitation de l'univers. » Il prit une inspiration et articula chaque syllabe avec une précision chirurgicale. « Je ne le demande pas, je m'en souviens, c'est fait, c'est là, je suis. » Je sentis les mots monter dans ma gorge, ils avaient un goût métallique. « Je ne le demande pas, » commençai-je, ma voix résonnant étrangement dans la pièce. «
Je m'en souviens. À cet instant, un frisson glacé parcourut mon échine. Ce n'étaient pas des mots, c'était une clé. Je sentis un clic physique dans mon cerveau. C'est fait, c'est là, je suis. Dès que le dernier mot sortit de ma bouche, le silence tomba. Un silence absolu. Plus de bruit de rue, plus de vent. Même le tic-tac de l'horloge sembla s'arrêter une seconde. David recula et s'affala dans son fauteuil comme vidé de son énergie. Il sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Bienvenue », dit-il simplement. Je regardais mes mains. Elles semblaient différentes. Je ne possédais pas encore la montre de luxe, ni le costume sur mesure, mais je sentais leur poids. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais l'anxiété avait disparu, remplacée par une sorte de savoir froid. Je ne croyais plus que j'allais réussir, je le savais. De la même manière que je savais que le soleil se lèverait demain. Ce n'était plus une variable, c'était une constante. Je me levai, mes jambes étaient solides. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant tu sors d'ici », répondit David en allumant une cigarette, geste que je ne l'avais jamais vu faire. « Tu vas retourner à ta vie misérable. Ton appartement sera toujours petit. Ton compte en banque sera toujours vide. Tes amis te diront toujours que tu rêves trop grand. Mais tu vas rire. Tu vas rire parce que tu connais la fin du film. Tu as vu le générique. Tu sais que tout ce chaos actuel n'est que le montage nécessaire pour arriver à la scène finale. » Il tira une bouffée et expira une volute de fumée bleue. « Tu vas agir différemment. Tu ne vas plus courir après l'argent, tu vas l'attendre, sachant qu'il est en route. Tu vas parler différemment. Et le monde va s'aligner. Les coïncidences vont pleuvoir. Les opportunités vont frapper à ta porte parce que tu émets maintenant la fréquence de la solution et non plus celle du besoin. Marcus court après le monde. Toi, tu as fait en sorte que le monde vienne à toi. » Je me dirigeais vers la porte. Je posais la main sur la poignée, celle-là même que Marcus avait claquée quelques minutes plus tôt. Je me sentais léger, comme si la gravité avait moins d'emprise sur moi. « Une dernière chose, » lança David alors que j'allais sortir. Je me retournai. Il pointa le sablier vide. « Ne retourne jamais le sablier. Ne regarde jamais en arrière. Ne doute jamais de ce que tu as vu aujourd'hui. Si tu doutes, tu brises le circuit et tu redeviens comme Marcus, condamné à lutter. Garde le souvenir du futur vivant, nourris-le chaque matin et laisse le temps rattraper ta vision. » J'ai hoché la tête, je suis sorti dans la rue. Il pleuvait, une pluie froide et grise de novembre. Les gens couraient, tête baissée, misérables. Avant, j'aurais couru avec eux, maudissant le ciel. Mais ce jour-là, je me suis arrêté sur le trottoir. J'ai laissé la pluie mouiller mon visage. J'ai fermé les yeux et, pendant une fraction de seconde, j'ai senti la chaleur de ce soleil futur, l'odeur de l'océan et le poids de cette montre en or. J'ai souri comme un idiot au milieu de la foule. Les gens me bousculaient, mais je ne les sentais pas. J'étais un fantôme dans leur présent, car j'habitais déjà mon futur. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, je suis assis dans ce bureau qui surplombe l'océan. L'odeur d'iode est exactement celle que j'avais sentie. La montre à mon poignet est lourde et froide. Ma femme dort dans la pièce à côté. Tout est arrivé, exactement comme je m'en étais souvenu. Pas par magie, pas sans effort, mais avec une fluidité déconcertante. Les obstacles se sont écartés, les bonnes personnes sont apparues. J'ai simplement marché sur le chemin que mon esprit avait déjà tracé. David est mort l'année dernière. Il m'a laissé une seule chose dans son testament, ce sablier. Il est posé sur mon bureau en ce moment même. Et maintenant, je te parle à toi. Oui, toi qui écoutes cette histoire. Tu sens ce frisson ? Tu sens cette résistance en toi qui te crie que c'est impossible, que c'est de la fiction ? C'est ton Marcus intérieur. C'est ton gardien du seuil. Il veut te garder en sécurité dans ta médiocrité. Mais une autre partie de toi, celle qui a écouté jusqu'ici, sait que c'est vrai. Tu n'as pas besoin de David. Tu n'as pas besoin de son bureau sombre. Tu as juste besoin de comprendre la mécanique. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est une boucle. Ce que tu veux
existe déjà. Il t'attend. Mais tu ne peux pas l'obtenir en le voulant. Le manque attire le manque. Tu dois t'en souvenir. Alors ce soir, quand tu seras seul, éteins les lumières, ferme les yeux, ne rêve pas, voyage. Va à la rencontre de la version de toi qui a déjà tout réussi. Regarde-la dans les yeux, touche son environnement. Et ensuite, retourne-toi et regarde ta vie actuelle avec compassion. Je ne le demande pas, je m'en souviens. C'est fait, c'est là, je suis. Et surtout, n'aie pas peur quand la réalité commencera à trembler. C'est juste le vieux monde qui s'effondre pour laisser place au nouveau. Le sablier est retourné. Ton temps commence maintenant.